Il est 19 heures, donc je vous propose d'ouvrir notre conseil municipal. Nous allons procéder à l'appel, ça permettra peut-être aux retardataires d'arriver. Donc je pense que c'est Patrick qui procède à l'appel. Je te remercie. Alors, appel. Bayon de Noyer, Yves. Biel, Marie-Hélène. Bresson, Laurent. Mérigot, Hélène. Mathieu, Stéphane. Présent. Gomez, Eliane. Royer, Christian. Présent. David, Mathieu, Christiane. Quai Patrick, présent. Louis, Olivier. Présent. Leclerc, Jean-François. Présent. Tavernari, Roland a donné procuration à Leclerc, Jean-François. Donc, c'est bon. Fortuné, Françoise a donné procuration à Hélène Mérigot. Donc, c'est bon. Jacques Nicolas. Présent. Planès Thierry a donné procuration à Marie-Hélène Biel. Présente, donc c'est bon. Villon Patrick. Vedel Chantal. Présent. Lecomte Françoise. Lecomte Florence, pardon. Lecomte Florence. Pas encore arrivé. Bon. Gomez Lionel. Andrzejewski Renaud Florence. Pereira Elisabeth. Rémy Laurent. Bourdelin Sylvie. Schneider Estelle. Présente. Bouillin Marine. Martin Christiane. n'est pas encore là. Et Paul Bruno n'est pas là encore. Agoguet Fernagnon Véronique a donné procuration à Paul Bruno qui n'est pas là, donc on attend. Et Elamni Lineza est présente. Voilà. Bien, merci Patrick. Alors comme vous l'avez tous appris, l'Angleterre a connu un drame épouvantable, comme nous en avons connu, comme d'autres pays en ont connu. Alors même si, vous allez dire, finalement ça ne sert à rien, mais je pense que le fait que nous nous arrêtions, je dirais une minute, avec une pensée quand même pour toutes ces victimes, et victimes de la barbarie, de l'horreur. Donc je vous propose que nous tenions une minute de silence si vous en êtes d'accord. Paul est arrivé et il a un pouvoir de Véronique Agoguet. Voilà. Bienvenue. Merci. Très bien. Donc, je vous propose de démarrer par l'approbation du compte-rendu de la séance du 11 avril dernier. Avez-vous des remarques, des suggestions? Rien de particulier. Donc, je soumets à votre vote. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions, donc 3 abstentions, adoptées à la majorité. Merci. Donc le premier point traite de la communication des décisions du maire, donc qui sont assez nombreuses. Il y en a 8 qui concernent les TAP, puisque nous avons fait les renouvellements pour le dernier trimestre, et les autres concernent bien sûr des dossiers de commande publique. Voilà, qui sont d'importance variable, hein, bien évidemment. On a l'achat d'un véhicule au centre technique, on a la conception, la mise en œuvre du spectacle son et lumière pour l'inauguration des travaux du Beffroi, notamment.
Voilà, et on a celui qui est le plus important, concerne le groupement d'entreprises COFEX Méditerranée pour la réfection du pont des Taillades. Et je rappelle que ce dossier est partagé entre la commune de Châteauneuf et notre commune. Voilà, dans ceux qui sont les plus importants. Avez-vous des questions? Oui, monsieur Ripoll. Bonsoir à tous. Bon, j'ai fait un peu la minute de silence à l'extérieur, j'ai pas voulu vous déranger. Pardon pour mon retard. J'avais une question concernant la décision 2017-039. Donc, vous renoncez à la préemption du hangar de Monsieur Nègre. Doit-on comprendre que le montant proposé par la communauté est insuffisant? Je pense que oui. Est-ce que vous renoncez définitivement à son acquisition? Et pourquoi est-ce qu'on n'est pas passé par l'établissement public foncier pour faire l'acquisition? Ça aurait pu être possible, non? Si vous voulez, le problème, ce n'est pas qui paye, mais le montant à payer. Finalement, qui paye, ça n'a pas beaucoup d'importance, si ce n'est pour la trésorerie de la commune. Mais à partir du moment où un prix de vente est complètement excessif et pouvait, par incidence, polluer les autres achats, il ne fallait pas le faire. D'ailleurs, la vente n'a pas eu lieu puisque la personne qui avait signé un accord s'est désistée. Voilà. Donc, ce qui fait que le prix de référence, du coup, ne va pas avoir lieu, quoi. Donc, je pense que nous avons bien fait de renoncer à l'acquisition, à la préemption. Oui. J'ai une autre question concernant la décision 057 qui concerne la souscription d'un contrat pour la sonorisation de la ville. Vous indiquez que la société concernée est basée dans la commune des Taillades, hein, c'est bien ça. Doit-on comprendre que l'animation des marchés sera effectuée à distance, à partir des Taillades, donc sans personne sur place, et qu'il ne s'agira pas d'une communication spécifique à la ville du Thor, mais à destination d'un ensemble de communes qui seraient abonnées? Alors, première question, oui, ça sera fait à distance. Et deuxième, non. Ce sera une communication spécifique que nous déciderons, avec la possibilité de passer des informations, de la publicité qui sera spécifique à la commune du Thor. Et donc ça n'a rien à voir avec les autres communications réalisées sur d'autres communes. Donc nous avons 18 rapports à étudier à notre conseil municipal. Donc il y en a 7 qui traitent des aspects financiers, puisque ce sont les votes des comptes de gestion, comptes administratifs, budget rectificatif, etc. 8 traitent de demande de subvention, 1 traite d'un permis de démolir, l'un demande de subvention que la commune va effectuer, et 1 traite du PLU de la ville de Cavaillon. Voilà, donc c'est un conseil qui est essentiellement tourné vers des aspects financiers. Donc le premier rapport traite du budget annexe assainissement collectif, assainissement non collectif et du budget principal avec l'adoption des comptes de gestion que nous devons adopter en premier lieu. Et donc c'est Patrick Gay, adjoint aux finances, qui nous le détaille. Merci. Oui, bonsoir à tous. Donc il s'agit de la reddition des comptes de l'exercice 2016. Et nous avons 4 rapports examinés. Le premier rapport, c'est les comptes de gestion 2016. Le deuxième rapport, c'est le compte administratif 2016, et je vais revenir sur la distinction. Le troisième rapport, c'est l'affectation du résultat 2016. Et le quatrième rapport, c'est le budget 2017 tel qu'il est modifié par l'affectation du résultat, par les nouvelles dépenses, par l'actualisation des recettes et des dépenses. Donc je commence par l'adoption des comptes de gestion 2016. Alors, compte de gestion et compte administratif. La comptabilité d'une commune est divisée en 2 parties. D'une part, les comptes de gestion qui sont tenus par la trésorerie publique, la trésorerie de l'Île-sur-Sorgue, le receveur, et la comptabilité qui est tenue directement par la mairie et qui est le compte administratif. Il faut évidemment que cette comptabilité tenue en double s'accorde parfaitement et que le compte administratif soit totalement similaire au compte de gestion et réciproquement.
Donc nous regardons d'abord les comptes de gestion qui nous sont remis par le receveur de l'Île-sur-Sorgue. Et cette année, il y a une particularité, c'est qu'en 2015, la commune a transféré sa compétence assainissement à la communauté de communes Pays de Sorgue et Mont-de-Vaucluse au 1er janvier 2016, donc tout en début d'année. À la suite de ce transfert, la commune, dans le courant de l'année, a pris une série de délibérations permettant la clôture des budgets annexes assainissement et la reprise des résultats au budget principal. Ça a été fait lors de l'adoption du budget supplémentaire 2016 en juillet 2016. Or, il se trouve que le comptable public n'a pas été en mesure de réaliser les opérations de transfert et résultats des budgets annexes d'assainissement collectif et non collectif, et que ces résultats figurent encore au compte de gestion des 10 budgets. Donc il n'y a pas actuellement encore de concordance entre les budgets spécifiques détaillés d'un côté de la municipalité, de l'autre côté de la trésorerie. Le conseil municipal, cependant, prend note des discordances existantes entre le compte de gestion du budget principal et le compte administratif de la ville, mais constate, et c'est là où nous retrouverons la réalité des choses, constate que la consolidation des comptes de gestion des budgets annexes et de la commune coïncide avec le compte administratif. C'est-à-dire que la comptabilité de la trésorerie et du receveur est en retard par rapport à celle de la commune. Mais si on consolide les comptes annexes avec le compte principal, on s'aperçoit qu'il y a totale coïncidence entre le compte tenu par la comptabilité et le compte tenu par la commune. Donc ces comptes sont répertoriés sont résumés dans un tableau qui figure dans le document qui vous a été remis, et le résultat de clôture consolidé s'établit à 843 081 € et 10 centimes. Et il est constaté que le résultat de clôture de l'exercice 2016 coïncide bien avec le compte administratif de la commune. Donc je vous propose d'adopter ces comptes de gestion et je vous prie de bien vouloir en délibérer. Merci Patrick. Donc les choses ont été un peu complexifiées en raison des non-traitements des opérations, je dirais, comptables par la trésorerie, mais je vous en avais tenu informé, pas au précédent conseil, mais à celui d'avant. Voilà. Donc avez-vous des questions sur le compte de gestion avant que nous procédions à son approbation? Donc pas de questions. Donc alors je vous propose d'approuver le compte de gestion du budget annexe assainissement collectif pour l'année 2016 dont l'exécution est à 0. Abstention, opposition. Donc adopté. À l'unanimité, l'article 1. Article 2. Approuve le compte de gestion du budget annexe assainissement non collectif pour l'exercice 2016 dont l'exécution est à 0. Opposition, abstention. Donc approuvé à l'unanimité. Approuver le compte de gestion du budget principal 2016 qui est en tout point concordant dans son exécution au compte administratif de la commune. Opposition, abstention, donc merci, approuvé à l'unanimité. Article 4, prend note de la discordance entre le compte de gestion 2016 et le compte administratif de la commune concernant les résultats d'exécution et constate que la consolidation des résultats d'exécution des 3 comptes de gestion concorde avec le résultat du compte administratif de la commune. Abstention, opposition, donc approuvé à l'unanimité. Et article 5, réaffirme les dispositions prises dans les délibérations de clôture des budgets annexes d'assainissement, la reprise des résultats au budget principal lors de l'adoption du budget supplémentaire 2016, ainsi que le transfert des résultats à la communauté de communes. Abstention, opposition, donc approuvé à l'unanimité. Donc merci, on considère donc que l'ensemble du compte des gestions sont approuvés. Nous passons ensuite au vote du compte administratif 2016. Patrick ? Oui. Alors le compte administratif 2016 donc, reflète le rendu des comptes de la gestion de l'ensemble de l'année 2016, tenu par la municipalité. Et comme on vient de le dire, il est équivalent à celui opéré par la trésorerie générale de l'Île-sur-Sorgue. Donc, je ne vais pas lire la totalité du document qui représente 19 pages, qui est très long,
qui reprend l'ensemble des postes du budget initial et qui expose leur finalité et leur variation. Je vais simplement souligner les points essentiels et le but, c'est d'arriver au résultat final qui sera ensuite affecté dans la délibération suivante. Donc je survole rapidement ce document. L'exercice 2016 se caractérise par la poursuite des décisions de gestion mises en œuvre depuis 2014 et qui avaient porté leurs fruits en 2015, à savoir la stabilisation des charges de personnel, la tenue des coûts de gestion courante et recherche d'économies sur les achats, et enfin la réalisation d'investissements à la hauteur de nos capacités financières et d'endettement. Alors, le compte administratif 2016 est réparti entre une section de fonctionnement et une section d'investissement, exactement comme le budget. La section de fonctionnement a été réalisée comme suit. En dépenses, 7 792 000 €, soit 96,5% des crédits budgétisés. En recettes, 8 363 499 €, soit 103,5% des crédits budgétisés. Donc vous voyez qu'il y a une petite différence par rapport au budget. Un peu moins pour les dépenses, un peu plus pour les recettes, ce qui explique la bonne tenue du résultat. Les dépenses de fonctionnement sont réparties dans le camembert qui figure sur l'écran que vous avez sous les yeux. Et le point essentiel, la grosse dépense, c'est les charges de personnel qui se montent à 56%. Et le point à noter, c'est que ces charges de personnel, pour la première fois, sont en diminution de 57 484 € par rapport à celle de 2015, qui fait une diminution, certes faible, de 1,3%, mais une diminution tout de même, alors que les années précédentes, les charges de personnel avaient tendance à augmenter systématiquement. Alors, cette diminution s'explique d'une part par les efforts réalisés par tous les services pour optimiser leur fonctionnement, et par la direction des ressources humaines pour trouver des solutions d'emploi permettant à la commune de faire des économies, mais également à des jeunes d'accéder à l'emploi. Et on verra un peu plus loin que nous avons fait appel aux emplois subventionnés par l'État. D'autre part, l'exercice 2016 a vu le transfert de 2 agents à la communauté de communes dans le cadre du transfert de la compétence assainissement, qui a réduit d'autant, effectivement, la charge des salaires. Alors, je passe tout de suite aux atténuations de produits. Ce chapitre regroupe l'ensemble des dépenses. Il y a une diminution des recettes fiscales. Et ce chapitre augmente de 53% d'une année sur l'autre. Le prélèvement au titre de l'article 55 de la loi SRU, c'est la loi qui vise le niveau des logements sociaux dans la commune, participation pour non-réalisation de logements sociaux pour un montant de 34 664 €. Donc c'est une pénalité qui s'applique puisque nous n'avons pas atteint encore nos objectifs. La compensation des dégrèvements sur la taxe d'habitation sur les logements vacants pour un montant de 7 616 €, c'est un peu moins. Et ce qui est très important, c'est le fonds de péréquation des ressources intercommunales et communales pour un montant de 105 725 €. Donc c'est une solidarité entre les communes de la communauté de communes et qui fait que le tort est contributeur. Au total, le montant des dépenses est élevé à 148 000 € contre 97 000 en 2015, soit une augmentation de 53%. Je passe tout de suite aux charges financières qui continuent de diminuer. En 2016, elles s'élèvent à moins de 100 000 €, 98 876 €, contre, par exemple, plus du double en 2011, 209 000. Donc c'est le fait de la diminution de l'endettement d'une part, et d'autre part de la baisse des taux d'intérêt, leur niveau très faible actuel. Nous passons maintenant aux recettes de fonctionnement, et vous avez également un beau camembert qui s'affiche à l'écran. Les contributions directes, c'est-à-dire les impôts locaux, représentent la moitié des recettes de fonctionnement. Alors, ce chapitre total des recettes fiscales s'est élevé en 2016 à 5 459 147 €, en évolution de 1,8% par rapport à 2015. Ce produit est en augmentation du fait principalement de l'évolution des bases, puisque les taux n'ont pas été bougés l'année précédente, en 2016. Donc une augmentation des recettes qui est la bienvenue. Je passe par contre maintenant au chapitre des dotations de l'État. Les dotations de l'État, elles sont en baisse. Elles sont en baisse assez forte, puisque la variation par rapport à 2015 est de 8,85%, moins 110 000 €, presque moins 111 000 €.
qui fait suite à une diminution du même niveau en 2014. Donc c'est la pression qui est exercée sur la commune au titre de l'assainissement des comptes publics. Et cette diminution est accentuée par ce qu'on a déjà vu tout à l'heure, c'est l'augmentation des prélèvements qui apparaissent au chapitre « Atténuation des produits » pour un montant de 148 000 €. Au total, la charge supplémentaire pour la commune a été de 161 942 €. Alors j'en viens aux participations de l'État pour les emplois aidés. On a dit à propos des charges de personnel que la commune faisait appel aux emplois d'avenir. La commune comptait en 2016 5 emplois d'avenir, dont 2 d'ailleurs ont été nommés stagiaires dans l'année, et 3 contrats d'accompagnement vers l'emploi. Au total, l'État a soutenu ces embauches pour un montant total de 140 596 €, donc qui ont été payés par l'État, qui représente en moyenne plus de la moitié des dépenses, 55% des dépenses. Donc ça, c'est un point à souligner. Alors, le résultat total de la section de fonctionnement s'élève sur l'exercice à 571 256 €, c'est-à-dire c'est la différence entre les recettes de fonctionnement et les dépenses de fonctionnement. Et il y a un graphique qui figure dans le document qui vous a été remis, qui montre une évolution favorable de ce résultat. Cet écart entre recettes et dépenses. Nous passons maintenant à la section investissement. Alors, la section investissement a été réalisée comme suit. En dépenses, 4 021 858 €, soit 73% des crédits budgétisés. Et en recettes, 3 997 426, soit 72% des crédits budgétisés. Donc vous voyez que là, la réalisation est très inférieure par rapport au fonctionnement, autour de 72%. Vous avez un camembert qui vous présente les principales dépenses d'investissement. Alors, on sait qu'en 2016, les principales dépenses, ça a été la crèche Harlequin pour 599 000, la voirie pour 24 919, la voirie Montclar, la voirie Mourguette, enfin, le beffroi, les études, voilà, etc. Le CCAS, les études, le pont des Taillades, aussi les études. Alors, les dépenses d'équipement hors opération se sont élevées à 829 000 €, stables par rapport à 2015. Et ces dépenses, c'est des dépenses qui concernent tous les services municipaux, les écoles, les études d'urbanisme et les aides aux investissements des particuliers. Donc, je ne vais pas m'étendre là-dessus. Et je passe tout de suite aux dépenses d'équipement par opération, c'est-à-dire les grands projets. Donc on a dit, la rénovation de la crèche Harlequin, ça a été le grand projet de l'année 2016 pour près de 600 000 €. La construction d'un city park avec skatepark et un city stade pour 255 000 €. L'installation de la vidéoprojection pour près de 110 000 € réalisés et 44 000 en reste à réaliser, donc qui sont réalisés cette année. Par ailleurs, la commune a continué à investir dans l'amélioration de la voirie municipale avec 40 000 € payés en 2016 et 42 000 restant réalisés. La rénovation de la salle des fêtes est engagée avec la réfection des murs. Enfin, des opérations à venir ont débuté par des dépenses d'assistance à maîtrise d'ouvrage ou de maîtrise d'œuvre, c'est-à-dire c'est des études concernant le beffroi, le CCAS ou la nouvelle poste. Tous projets qui vont se réaliser cette année. Alors l'emprunt, eh bien, compte tenu des nouvelles dépenses qui se profilaient à l'horizon, compte tenu de la faiblesse persistante des taux d'intérêt, la commune a jugé utile de se porter emprunteuse. Elle a emprunté une somme importante, 2 millions €, ce qui montre l'endettement total à fin 2016 à près de 5 millions €, 4 766 000 €, mais qui se compare avantageusement au niveau de l'endettement en 2013, qui était encore de 5 230 000 €. Et si on regarde la dette par habitant, son montant au 1er janvier 2017 est de 549 € pour une population de 8 676 habitants, ce qui est bien inférieur à la moyenne de la strate au 31/12/2015, puisqu'on n'a pas le chiffre le plus récent,
qui était de 862 €. Mais j'ai un chiffre plus récent à vous citer. Donc la dette au tort par habitant est de 549 €. Et j'ai appris aujourd'hui que la dette au Havre, dont le maire s'illustre comme étant le nouveau Premier ministre, est de 2 900 €. Donc nous sommes très loin de la dette du Havre. Voilà. Alors, une opération qui a été citée dans le première délibération, c'est le transfert du résultat assainissement. Donc, nous avons clôturé les comptes assainissement et la commune a transféré les résultats des budgets annexes à la communauté de communes qui a pris la compétence de ce sujet au 1er janvier 2016. Et ce transfert a représenté une dépense de 1 275 264 €. Donc une très grosse dépense qui a épuisé nos réserves et qui explique en partie aussi la nécessité d'emprunter à nouveau. Alors les recettes d'investissement maintenant, vous avez un camembert qui va apparaître. Bon, les recettes, on le sait que les recettes ont peu varié, à part le résultat. Le résultat réel de la section d'investissement est de 207 128 €. Et l'affectation du résultat permet de diminuer les emprunts. Non, c'est dans le budget supplémentaire. Les emprunts vont être diminués. Enfin, on verra plus tard. Donc là, les principales recettes d'investissement, vous avez le camembert, c'est l'emprunt qui ajuste le tout. Alors le résultat de clôture de l'exercice 2016 en section de fonctionnement, on l'a dit, s'élève à 843 000 €. En section d'investissement, le compte administratif présente un résultat de clôture de 543 000 €. Il faut tenir compte d'un solde des restes à réaliser, donc des investissements qui ont été programmés, qui ont été prévus, mais qui n'ont pas encore été réalisés, qui présentent un besoin de financement de 366 000 €. En conséquence, le solde de la section d'investissement est positif, mais il est un peu inférieur, il s'élève seulement à 207 000 €. L'affectation du résultat de la section de fonctionnement devra être décidée par le conseil municipal dans une prochaine délibération, c'est la suivante. Après examen du compte administratif et du compte de gestion établi par le comptable public, ceux-ci apparaissent en tout point concordants. Si les comptes on l'a dit, si les comptes de gestion présentés pour les budgets annexes à assainissement sont compilés au compte de gestion du budget général, je vous propose donc de voter le compte administratif 2016 du budget principal. Alors, je m'excuse, j'ai été un peu vite, mais ça permet de souligner l'essentiel. Merci Patrick. Y a-t-il des questions? Compte administratif, oui, Monsieur Ripoll. Ouais, j'aurais des questions à la fin, petites questions. En attendant, je voulais, pour commencer, remercier notamment les concepteurs de cette délibération, notamment pour la présentation sous forme de camembert et de schémas qui aident bien à la compréhension. On en a vu quelques-uns. Et ça nous permet effectivement une meilleure compréhension des évolutions budgétaires, y compris, excusez-moi, à court terme. Et si je prends par exemple la page 8 du rapport, qui, bon, c'est bien dommage, n'a pas été présenté au public comme le reste des tableaux, et les courbes d'évolution de l'épargne, je peux dire, bon, une fois n'est pas coutume, mais il me semble que nous pouvons saluer les efforts de la municipalité précédente, qui a beaucoup travaillé pour augmenter l'épargne brute de la commune, notamment entre 2008 et 2011. La suite ressort plus, on va dire, d'un maintien de niveau et d'un travail sur les acquis. Vous en conviendrez peut-être, monsieur le maire, à un certain degré. Concernant le recours à l'emprunt que vous avez pratiqué à hauteur de 2 millions d'euros en 2016, et que nous avions regretté, notamment au moment du vote du budget, c'est vrai qu'on se répète et que des fois ça peut paraître un peu lassant, mais ce sont des points importants. Je dois dire qu'à l'époque, j'avais du mal à comprendre, si je me remémore, rétroactivement parlant, les dénégations que vous avez pu nous opposer concernant le recours que vous aviez en vue et les montants effectifs que vous empruntiez. Bon, là maintenant, on a le chiffre définitif, 2 millions. On était sur 2 400 000, je crois,
en prévision. Bon, on est quand même sur 2 millions. Donc aujourd'hui, c'est un fait. Vous avez endetté, malgré l'exemple qui a été donné pour le Havre, qui est une situation quand même qui n'est pas comparable. Voilà. J'espère que le Premier ministre aura une autre politique au niveau national. Mais aujourd'hui, c'est un fait. Vous avez endetté un peu plus les Taurois et vous allez augmenter leurs impôts. Bon. Alors, si vous voulez, je vous laisse réagir sur cette première partie. Sinon, ensuite, j'aurai des questions, des demandes de précision sur l'annexe de la délibération et sur certains articles. J'enchaîne si vous voulez. Ou... Ça va vous permettre de... Non. Alors, votre commentaire sur l'épargne, et notamment l'épargne disponible, mais je suis très ennuyé parce que je parle sous le regard de l'ancien DGS qui était le garant. Mais quand même, si vous voulez, cette épargne disponible, elle était à 0 en 2013. À 0, ça c'est bon. C'était un peu ennuyeux parce que pour pouvoir réaliser un endettement et montrer aux banques qu'on a une épargne disponible à 0, ça coince. Donc, le fait que cette épargne ait pu passer positive, et y compris avec les remboursements des emprunts, qu'elle est à 200 000 euros, je pense que c'est tout à fait bénéfique. Ce qui n'était pas le cas avant. Mais voilà. Bon. L'emprunt, je rappelle que nous avons, ça a été une décision qui a été soumise au conseil municipal pour la somme de 2 millions. Ce n'est pas une novation. Bon. Et en ce qui concerne l'endettement, je pense que Patrick a tout à fait souligné que notre endettement aujourd'hui est à 4,7 millions. Et quand on regarde comment il était organisé préalablement, 6,7 millions en 2011, 5,9 millions en 2012, 5,2 millions en 2013, 4,5 millions en 2014. Voilà, donc 4,7 millions, on est vraiment dans les purs. Et c'est intéressant, effectivement, de se comparer avec d'autres communes pour voir si on n'est pas, je dirais, en excès d'endettement. Et aujourd'hui, j'affirme que la commune du Thor n'est absolument pas en excès d'endettement et qu'elle a même une réserve de capacité d'endettement très nettement supérieure, qui sera ou ne sera pas utilisée, mais donc là-dessus, je tiens à vous rassurer totalement, mais vraiment, voilà. Et le dernier point que vous aviez souligné, c'était ça, c'était l'emprunt. Voilà. Donc vous avez une autre question, je vous en prie. Bon, je suis à moitié convaincu par vos explications, vous vous en doutez. Et sur votre analyse de la politique précédente, parce que malgré tout, la municipalité est revenue de loin et elle a trouvé quand même un budget justement très, très endetté. Et les efforts de cette municipalité ont été justement de remettre dans le bon chemin les finances de la commune. Enfin, on ne va pas débattre là-dessus. Non, d'autant plus que je n'ai fait aucune analyse, aucune critique. Je dis les faits. L'épargne disponible était à 0. Voilà, bon, c'est les faits. Après, c'est bien, c'est pas bien, bon, c'est les faits, on ne peut pas les contester. Votre question suivante. Alors, j'avais des précisions à demander sur le document en annexe. Donc, bon, on va être plus dans du détail, mais c'était pour avoir des informations. Concernant la section de fonctionnement, les charges à caractère général, et plus particulièrement l'article 61, 52, 32, entretien, réparation des réseaux. Il apparaît une dépense de 21 015 euros qui n'avait pas été prévue au crédit. De quoi s'agit-il? Je suppose d'un imprévu en cours d'année. Vous n'avez pas l'info? Non, je ne l'ai pas comme ça spontanément, mais la réponse vous sera donnée, sauf si en charge des travaux, non, je ne l'ai pas. Question suivante. Concernant toujours la section de fonctionnement, le 64-111, la rémunération des fonctionnaires, la rémunération principale, vous avez ajouté 148 000 euros par rapport au crédit qui était ouvert. Donc comment peut-on l'expliquer, si j'en crois? Est-ce qu'il y a des transferts de postes qui n'ont pas été faits à l'intercommunalité, par exemple? Non, absolument pas, puisque les postes ont été, je dirais, transférés. Donc vous avez vu qu'il y a une diminution nette, ça me permet de réinciter là-dessus des charges de personnel pour 57 000 euros.
Et on n'a pas recherché dans l'historique de la commune, mais je pense que ça fait 50 ans qu'en masse, les frais de personnel de la commune n'avaient pas diminué d'une année sur l'autre. Donc je pense que c'est ça qui est intéressant à regarder. Oui, effectivement, c'est intéressant, mais je pense que les transferts de Et personnel le et de ratio, compétences, ils font aussi pour beaucoup. Non. Ils y font pour la somme qu'on a indiquée. Hein. Donc, en réalité, on a une baisse de 1,57% des frais de personnel, alors que si on n'avait rien fait, on aurait 3% de hausse. Voilà. Donc, et bien évidemment que les 2 personnes qui ont été transférées y participent, mais pas pour beaucoup. Non, c'est pas pour beaucoup. Ils y participent un peu. Voilà. Et la deuxième chose, Patrick a peut-être pas assez insisté, le ratio est passé de 61% par rapport au budget à 56%. Donc, on commence à revenir sur des ratios qui sont un peu plus conformes à ce qui est l'orthodoxie d'une gestion de commune. Mais c'est pas facile, je pense que vous en êtes tout à fait conscient. Avez-vous d'autres questions ? Oui, concernant la section d'investissement cette fois-ci, et le détail des dépenses sur l'article 21.318, c'est un petit peu comme tout à l'heure, c'était pour essayer d'avoir des éléments. Alors je ne sais pas si la délibération, peut-être de façon indirecte, donne la solution. Donc c'est l'article « Autres bâtiments publics ». Il était ouvert. Quel code Alors c'est le 21.318. 21.318. Un crédit a été prévu à hauteur de 157 500 et il a été mandaté 33 285 €. Donc ça, il y a un sacré bond. Donc ça concernerait quelles opérations? Oui. 18, 19. Je ne sais pas. Je ne sais pas vous répondre comme ça sur ces éléments comptables. Je ne sais pas. Vous aurez la réponse, bien évidemment. Hein. Mais là, je ne peux pas vous répondre. Hein. Okay, donc à la prochaine séance, on aura... Ah non, on va vous envoyer ça par mail dès demain matin. Ok, sûr. Merci Monsieur le maire. Bien sûr. Très bien, merci. Y a-t-il d'autres questions ? Donc, je soumets à votre approbation d'approuver le compte administratif. Ah oui, je dois sortir. Puisque le maire ne peut pas faire approuver le compte administratif. Donc, je laisse la parole à Marie-Hélène Biel et je reviens demain matin. Bien. Alors, y a-t-il des oppositions ? 2 oppositions. 3, oui, pardon. 3. Oui, d'accord. Merci. C'est voté à la majorité. Merci bien. Pardon. Avant de passer aux affectations du résultat, nous devons commenter les acquisitions et les cessions immobilières. Donc c'est Christian Royer qui commente ce rapport. Merci. Bonsoir. L'article L. 2241-1 du Code général des collectivités territoriales prévoit la communication des mutations immobilières réalisées par les collectivités territoriales. Dans ce but, les assemblées municipales doivent délibérer une fois par an sur le bilan de la politique foncière menée par la collectivité. Celui-ci est annexé au compte administratif. Le deuxième alinéa de l'article L. 2241-1 étend l'exigence en la matière pour les communes de plus de 2000 habitants au bilan des acquisitions et cessions opérées par une personne publique ou privée agissant dans le cadre d'une convention avec la commune. Tel est le cas des opérations conduites par l'établissement public foncier Provence-Alpes-Côte d'Azur dans le cadre de la convention multisite
à l'échelle du territoire intercommunal signé avec la communauté de communes Pays des Sorgues et Mont du Vaucluse, ainsi que dans le cadre de la convention signée directement avec la commune. Bon, je vais vous résumer un peu. Donc, pour l'année 2016, acquisition réalisée par la commune en terrain nu, parcelle située en bordure des voies communales, chemin Saint-Michel et des Estourans de la résidence des Jardins. Il y a en tout 340 m², le cédant étant Grand Delta Habitat. La cession est gratuite. Les frais de notaire ont été de 597,56 €. L'impasse des Églantines, 46 m², monsieur et madame Khaled Amra. Cession gratuite également. Frais de notaire, 624,89 €. En terrain bâti, ancien foyer logement, donc échange de locaux entre la commune et Mistral Habitat. Donc, ça concerne les parcelles AC 35, 1014, 1015, 1016, 1017. Il y a 663,6 m² conservés par la commune. L'échange est gratuit sans soulte. Il y a une estimation donc, par les services de France Domaine de 275 600 € pour le bâtiment et 78 456 € pour le sol. Les cessions réalisées par la commune en terrain nu, une parcelle, les Grands Palus, chemin du Trentin, c'est la parcelle A28 pour 6 890 m², pour la SAA André Durand, pour un montant de 14 000 €. En terrain bâti, un échange toujours entre les anciens foyers logements, entre la commune et Mistral Habitat, les mêmes parcelles, donc 1847,37 m² conservés par Mistral Habitat, donc échange gratuit sans soulte. Donc l'estimation de France Domaine, 213 864 €. Acquisition par l'EPF, réalisée par l'EPF en terrain nu néant, terrain bâti néant. Cession réalisée par l'EPF, terrain nu néant, terrain bâti toujours néant. Conclusion. Sur le plan des acquisitions, le bilan comptable communal fait état des acquisitions de 2 petites parcelles cédées gratuitement par la société Grand Delta Habitat. Un trottoir a été aménagé sur l'une d'entre elles. Il fait également état du partage entre la commune et Mistral Habitat des locaux des anciens foyers logements. En ce qui concerne l'EPF PACA, aucune acquisition n'a été réalisée en 2016. Par ailleurs, cet établissement conserve également un stock de biens acquis en 2013 et 2014. Le tableau ci-après en fait état. Donc, hangar rue des Angevines. Donc, le cédant est Madame Mireille Clarton pour 150 000 € en fonction de la convention multisite avec la communauté de communes. Maison d'habitat et terrain tenant 487 cours Gambetta. Également, le cédant est Madame Mireille Clarton pour 290 000 € suivant la convention multisite avec la communauté de communes. Sur le plan des cessions, un terrain agricole a été vendu à un propriétaire riverain. Pour ce qui concerne le PF PACA, les biens cités ci-dessus sont toujours en stock dans leur patrimoine. Je vous prie de bien vouloir en délibérer. Très bien, merci Christian. Y a-t-il des questions sur ces acquisitions et ventes? Oui. Simplement, là, pour la parcelle située chemin du Trentin, les Grands Palus, je ne me souviens pas l'avoir vue. À quel moment on a fait cette vente? Pour quelle destination? Je ne m'en souviens plus. Si, c'est l'exploitant agricole. À l'époque, la commune avait acheté pour se prémunir d'une installation non conforme. Je le dis de façon diplomatique. Et donc, on l'a donné en exploitation à un agriculteur. Et cet agriculteur a candidaté pour nous racheter ce terrain. Et ceci a été soumis au conseil municipal, peut-être du mois d'octobre. Je ne l'ai plus exactement en tête, mais c'est assez récent. Voilà. Christiane, tu as le nom peut-être de l'exploitant même? Non. Oui, tu l'as. Alors, effectivement, on l'avait vu. Merci beaucoup. Mais c'était passé en conseil. Hein. Oui, oui. Soulage, voilà. Bon, d'autres questions? Non?
Donc, je vous demande de prendre acte du bilan de la politique foncière conduite par la commune au cours de l'année 2016, qui a été décrite par Christian et qui est annexée au compte administratif de cet exercice. Donc, je ne vais pas tout relire, et de prendre acte du bilan de la politique foncière conduite par l'EPF Provence-Alpes-Côte d'Azur dans le cadre de la convention multisite à l'échelle intercommunale signée avec la communauté de communes des Pays de Sorgues et de Mont-de-Vaucluse. Donc, y a-t-il des oppositions, des abstentions? Donc, merci, adopté à l'unanimité. Donc, le point suivant traite du budget principal avec l'affectation du résultat 2016. Patrick, tu reprends la parole. Merci. Alors, le compte administratif 2016 étant adopté, il s'agit maintenant d'affecter le résultat. Celui-ci sera ensuite repris dans le budget supplémentaire 2017, c'est-à-dire dans le budget 2017 actualisé. Alors, en fait, nous n'affectons que le résultat de fonctionnement, puisque le résultat d'investissement est positif et reste dans l'investissement. Alors, je commence par l'investissement. En section d'investissement, le compte administratif présente un résultat de clôture de 573 244 € et le solde des restes à réaliser représente un besoin de financement de 366 116 €. En conséquence, le solde de la section d'investissement est positif et s'élève à 207 128 €. Donc il reste dans la section investissement. Par contre, le résultat de la section de fonctionnement s'élève à 843 081 € et nous avons la possibilité d'en transférer tout ou partie dans la section investissement. À titre précautionnel, nous décidons cette année de transférer une partie seulement de ce solde positif dans la section investissement, puisque la section d'investissement dégage elle-même un résultat positif. Il est donc proposé d'affecter une part du résultat de clôture de la section de fonctionnement en réserve au compte 1068 du budget principal 2017, c'est-à-dire à l'investissement, pour un montant de 543 081 €. La différence, c'est-à-dire soit 300 000 €, est gardée en fonctionnement, reportée en fonctionnement. Je vous propose d'en délibérer. Merci, Patrick. Y a-t-il des questions sur ce point, sur les affectations? Donc, pas de questions. Donc, je vous propose d'adopter l'article 1, à savoir que le résultat de clôture de la section de fonctionnement de l'année 2016, qui s'élève à 843 081,10 €, est affecté pour 543 090 € en réserve en investissement au compte 1068, réserve excédent de fonctionnement capitalisé du budget principal, et deuxièmement, reporté pour 300 000 € en section de fonctionnement au compte 002, résultat de fonctionnement reporté. Y a-t-il des oppositions? Deux oppositions, des abstentions, une abstention, et donc adopté à la majorité. Merci. Et donc le dernier dossier qui concerne nos finances, c'est après avoir adopté l'ensemble de ces comptes et leur affectation, tout ceci percute bien évidemment le budget principal et nous avons donc un budget supplémentaire à adopter pour l'exercice 2017. Patrick, tu as la parole. Alors, le budget primitif principal 2017 a été établi de façon annuelle lors du Conseil du 17 janvier 2017. Donc, ça remonte déjà à quelques mois. Le compte administratif étant maintenant adopté, il s'agit de voter le budget supplémentaire 2017, c'est-à-dire le nouveau budget, qui permettra la reprise et l'affectation du résultat 2016 du budget principal que nous venons de voir. Le budget supplémentaire va également permettre de revoir les prévisions 2017 au regard des résultats 2016 et au regard des modifications de projets intervenus. Ça touche surtout l'investissement et la prise en compte de modifications d'éléments financiers comme les bases d'imposition. Donc ça touche les recettes. Alors le budget supplémentaire 2017 tient compte dans sa section de fonctionnement principalement de la nouveauté, c'est que l'équilibre entre les dépenses et les recettes permet d'augmenter le virement à la section d'investissement que nous venons de voir de 300 000 €. C'est-à-dire les 300 000 € que nous avions conservés dans le fonctionnement, l'état de nos recettes nous permet
de le virer à titre prévisionnel dans la section investissement. Mais c'est seulement à titre prévisionnel, c'est-à-dire que si nous avions décidé de virer d'un seul coup tout le résultat de fonctionnement dans la partie investissement, on ne pouvait pas revenir en arrière. Tandis que là, nous avons 300 000 euros. À titre prévisionnel, nous disons, nous le versons en investissement, mais c'est uniquement à titre prévisionnel, nous pourrons revenir dessus et nous pourrons réutiliser ces 300 000 euros si le besoin s'en fait sentir. Donc c'est la principale différence dans les dépenses de fonctionnement, c'est la phrase qui est dite, l'équilibre entre les dépenses et les recettes permet d'augmenter le virement à la section d'investissement de 300 000 euros, et comme je le répète, c'est une mesure prévisionnelle, c'est pas une mesure définitive. Parce que je me suis posé la question, pourquoi on ne l'a pas fait en une seule fois dans la libération précédente? Ben c'est à titre précautionnel. On peut le faire à titre prévisionnel, mais on peut revenir dessus si le besoin s'en fait sentir. Alors, les principales modifications touchent la section d'investissement. On tient compte donc des restes à réaliser du budget et des nouvelles dépenses qui apparaissent. Puisque les recettes ont augmenté, nous pouvons, le budget supplémentaire, nous pouvons augmenter les dépenses d'investissement de 266 000 euros, c'est la ligne finale de la page 5. Et je vous donne quelques exemples. Afin de mener à bien le plan de renouvellement des équipements informatiques et des copieurs et imprimantes pour 2017, il est proposé d'ajouter au budget des services informatiques 24 000 euros. Donc 4 000 euros pour les logiciels. Donc c'est une souplesse supplémentaire qui est apportée à l'informatique qui n'était pas prévue dans le budget initial. Autre dépense qui n'était pas prévue initialement, la municipalité envisage de poursuivre la restauration du mobilier de l'église Notre-Dame-du-Lac. Pour 2017, la commune envisagerait le projet de restauration de l'hôtel situé sous le tableau de la Pentecôte, restauré déjà en 2016. Ce projet s'élève à 20 000 euros. Alors, il n'y a pas que l'église, il y a les équipements sportifs également. Les services en charge proposent l'installation des pare-ballons au service du Bourdis et d'abris de touche du stade Robert Faury. Le budget supplémentaire inscrit est de 17 500 euros. Voilà, il y a des choses comme ça. Il y a au centre technique, il y a l'acquisition d'une saleuse et d'équipements dans des dispositifs d'entreposage en béton. Donc, ça augmente les dépenses de 38 000 euros pour le centre technique. Les voiries, nous allons faire un effort supplémentaire puisque nos recettes nous le permettent. Le renouvellement des voiries est un domaine auquel la municipalité porte attention. Pour éviter la dégradation plus importante de certaines des voies, il est nécessaire d'inscrire 119 500 euros supplémentaires sur l'opération 103 voiries. Donc, de plus, un dispositif d'accompagnement des usagers vers le ramassage des déjections canides va être déployé, nécessitant l'acquisition de mobilier urbain pour 5 000 euros. Donc, nous allons faire un effort pour le traitement des déjections des chiens. Et donc, voilà quelques exemples de cette augmentation des dépenses de 266 000 euros. Vous avez vu que la voirie représente déjà presque la moitié déjà de ces nouvelles dépenses. Voilà, vous avez tout le détail dans la page 5 du document. Concernant les recettes, donc le budget supplémentaire prend en compte l'affectation du résultat de fonctionnement 2016 en recettes d'investissement pour 548 000 euros et le solde de la section d'investissement pour 573 244 euros. Voilà. Le virement de la section de fonctionnement a été augmenté, on l'a vu, de 300 000 euros dans ce budget prévisionnel. Et l'ensemble de ces recettes supplémentaires est compensé, malgré le fait qu'il y a 268 000 euros de dépenses supplémentaires, est compensé par une diminution de l'emprunt budgétaire qui sert toujours dans les budgets prévisionnels de variables d'ajustement. Et dans ce budget prévisionnel, nous diminuons donc les emprunts de 784 000 euros, qui passent d'1,8 million dans le budget prévisionnel 2017 à 1,2 million dans le budget supplémentaire 2017. L'ensemble de ces modifications sont mises en annexe de la délibération. Je vous prie de bien vouloir en délibérer. Merci Patrick. Donc vous voyez que, au travers, je dirais, de ces reports des résultats tout à fait positifs de l'exercice 2016, ceci permet de compléter un certain nombre de décisions d'investissement assez significatives pour 416 000 euros. Je pense qu'il y a de nombreuses années que ceci n'avait pas pu se réaliser. Donc je tiens à cette occasion, bien évidemment, à féliciter les équipes, les agents de la commune qui ont
qui ont appliqué, je dirais, les consignes, et puis les élus qui ont piloté ces différents dossiers. Donc ça nous permet d'avoir un budget rectificatif très serein pour l'exercice 2017. Y a-t-il des questions? Monsieur Ripoll. Oui, concernant les équipements au centre technique, on a une enveloppe globale pour deux choses très différentes. D'une part, l'achat d'une saleuse, d'autre part, la mise en place d'entreposage de béton, c'est ça? Comment ça va se répartir entre ces deux opérations? 30% pour la saleuse et 70% pour le reste. D'accord. Par ailleurs, comme vous, je me réjouis de cet investissement dégagé. Merci. Et je vois avec plaisir que votre choix, en particulier de consacrer un peu plus d'argent à nos voiries, à nos routes et chemins qui en ont bien besoin, donc 119 500 € supplémentaires. Il faut souhaiter que ça sera suffisant et que ça soit répété les années qui viennent, parce que en comparaison, la municipalité précédente mettait en œuvre environ 300 000 €. Si on prend toute la mandature, 1 500 000 € sur la voirie municipale. Donc à peu près 300 000 € par année, on va dire. Donc jusqu'à présent, on en était loin. Et je dois dire qu'on le voit. Donc c'est une bonne chose de s'occuper enfin de nos chemins. Pas d'autres questions? Donc merci. Donc je vous propose d'adopter le budget supplémentaire 2017 du budget principal tel qu'il a été décrit et présenté par Patrick. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Une abstention. Merci bien. Adopté à la majorité. Ah, pardon. Alors, donc je reprends parce que... Attends. Donc, y a-t-il des votes contre? Donc 2. Des abstentions, 1. Donc adopté à la majorité. Nous passons ensuite au dossier qui est l'adhésion au service de paiement en ligne des recettes publiques locales. Je le présente, Patrick, comme tu veux, parce que tu as beaucoup parlé, ou tu veux le présenter? Hein? Je le présente? D'accord. Donc, comme vous le savez, les comptables de la Direction générale des finances publiques sont seuls habilités à manier les fonds des collectivités territoriales. Dans ce contexte, la commune émet des titres de recettes en regard des recettes qui lui sont dues, par exemple les loyers, les différentes taxes extérieures, les impayés, etc. Et après le contrôle de leur régularité, le comptable public les prend en charge afin d'assurer le recouvrement. Donc c'est lui qui est en charge du recouvrement. Dans le cadre de la modernisation de l'administration, donc la DGFiP a développé un service de paiement en ligne, comme une carte bleue, paiement en ligne, qui est dénommé TIPI. Il permet aux usagers des collectivités adhérentes de payer par l'intermédiaire du gestionnaire de télépaiement de la DGFiP les créances ayant fait l'objet d'un titre exécutoire. Donc les collectivités peuvent choisir d'utiliser leur propre site ou le site de TIPI. Donc elles peuvent également choisir d'utiliser la page de paiement de la DGFiP, donc il y a l'adresse email. Dans ce cas, elles n'ont pas de développement à réaliser, mais doivent faire apparaître sur leur titre de recette des mentions obligatoires qui permettront aux usagers d'effectuer leur paiement. Donc la commune du Thor, dans le cadre de cette modernisation, et nous modernisons nos services municipaux, souhaite développer ce service pour toutes les recettes faisant l'objet d'un titre. Donc, hors les recettes de la régie des recettes. L'option choisie est celle du site de la DGFiP. Cette information sur les modalités de paiement sera donc portée sur les avis des sommes à payer qui seront adressés aux usagers. La DGFiP propose ce service gratuitement aux collectivités locales. Ces dernières ont à leur charge le coût du commissionnement carte bancaire, puisque ça passe par le réseau des cartes bancaires, en vigueur pour le secteur public local, et ce coût, il est de 0,25% du montant, plus 0,10 par opération. C'est la même chose qu'un commerçant qui fait fonctionner sa carte de crédit, il paye,
un certain taux, alors qui est variable selon le commerce, selon l'activité. Mais pour ce qui concerne le secteur public, c'est 0,25 et 0,10. Ces deux montants restant à la charge de la collectivité, de celui qui émet le titre. Comme dans le privé, ça reste à la charge du commerçant, même si c'est inclus dans les prix, quoi. Mais voilà. Et donc, pour mettre en place ce nouveau service, il convient de signer une convention qui est jointe à cette précédente délibération, de façon à pouvoir la mettre en place. Donc, je précise qu'on a ce premier rapport qui concerne toutes les recettes publiques locales et qu'on aura exactement le même rapport qui traitera du centre de loisirs Le Bourdis, puisque nous voulons uniformiser les moyens de paiement des usagers, que ce soit pour la cantine scolaire, ce qui est déjà le cas, que ce soit pour l'ensemble des recettes émises par la commune ou pour les recettes du centre de loisirs Le Bourdis. Donc voilà l'explication. Donc cette convention est jointe en annexe et avant d'en délibérer, je vous soumets à vos questions. Avez-vous des questions? Non? Donc je vous propose de décider d'adhérer au service de paiement en ligne des recettes publiques locales, TIPI, titre, pour l'ensemble des produits municipaux et donc d'autoriser le maire à signer la convention jointe en annexe. Y a-t-il des oppositions, des abstentions, donc adoptées à l'unanimité? Le rapport suivant est absolument identique, mais concerne le centre de loisirs Le Bourdis. Ce sont les mêmes montants, les mêmes taux. Donc, avez-vous des questions? Donc, je vous propose d'adhérer au service de paiement en ligne des recettes publiques locales TIPI Régie pour les produits municipaux encaissés par la Régie de recettes du Bourdis et de m'autoriser à signer la convention en annexe. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Merci bien. Le rapport suivant traite de l'aménagement d'un bâtiment pour le CCAS et de la demande de subvention. Donc c'est Christian Royer qui nous le commente. Merci. Actuellement, le CCAS occupe une ancienne maison d'habitation, cours Victor Hugo, répartie sur 2 niveaux, un rez-de-chaussée de 104 m² et un étage de 80 m². Ces surfaces ne permettent ni de disposer de bureaux nécessaires, ni d'accueillir les administrés dans de bonnes conditions. La municipalité a donc envisagé le transfert du CCAS dans de nouveaux locaux. Le site de la bibliothèque, l'ancien bâtiment des instituteurs, situé cours Gambetta, à proximité de l'école de la Passerelle, permettra d'offrir une surface d'environ 250 m². Dans cet esprit, le CCAS devra donc être un lieu de vie, d'accueil, pour le public bénéficiaire ou non, un espace pivot de la politique sociale de la ville, un lieu d'insertion sociale, de convivialité, de sociabilité, afin de permettre au public de recevoir une écoute et une assistance technique à leur parcours social, un lieu lumineux pour accorder aux agents et au public un environnement de qualité et des conditions de travail optimales. Le coût prévisionnel des travaux est estimé à 356 500 hors taxes, soit 424 800 € TTC. Pardon ? 427 800 € TTC. Pour financer ce projet, l'État a donc été sollicité dans le cadre de la dotation d'équipement des territoires ruraux 2014, à hauteur de 80 500 € et au titre de la réserve parlementaire de M. Alain Dufaux, sénateur, à hauteur de 10 000 €. Par courrier en date du 8 février 2017, la communauté de communes Pays des Sorgues Monde de Vaucluse a fait savoir aux communes membres sa volonté de leur attribuer un fonds de concours exceptionnel pour l'année 2017. La subvention pour la commune du Thor s'élève à 137 752 €. Il est proposé d'affecter cette recette exceptionnelle au projet de réalisation du nouveau CCAS. Le nouveau plan de financement prévisionnel serait donc le suivant. En dépenses, cours taxes, donc, comme on l'a vu, 356 500, TTC 427 800. Donc en recette, l'État, donc la DETR 2014, 80 500, la réserve parlementaire 10 000, le fonds de concours de la communauté de communes 137 752, la commune en autofinancement 128 248 € et la TVA 71 300 €. Je vous prie de bien vouloir en délibérer.
Si, y a-t-il des questions? Oui, sur Paul. Oui, concernant le bâtiment actuel, je sais que, comment dire, il est en péril. Il y a des failles qui apparaissaient, etc. Est-ce qu'il a encore à l'heure d'aujourd'hui comment dire, il n'y a pas de risque pour les personnels à continuer à travailler dans cette structure, et combien de temps ils devront attendre en fait avant de rejoindre de nouveaux locaux? J'entends rire, je sais que ce problème est ancien, mais je pose la question au maire actuel. Oui, alors il faut peut-être avoir un peu de modération dans les termes. Ce bâtiment n'est pas en péril, parce que s'il était en péril, ma responsabilité serait de le fermer illico presto. Donc il n'est pas du tout en péril. En revanche, il est vétuste, il y a des choses qui ne sont pas conformes, ça on en est parfaitement d'accord. Les commissions, ou la commission de sécurité est passée, le CHSCT a réalisé une visite avec les responsables techniques, etc. Bon, donc les choses sont sous contrôle, entièrement sous contrôle, et il n'y a aucun péril. La fin des travaux est prévue, Christian, pour la fin de l'année, mars 2018. Voilà. Donc l'attente sera satisfaite. Donc je vous propose de voter cette demande, je dirais, de subvention, d'approuver le budget d'aménagement du bâtiment du CCAS, d'adopter le projet de financement qui a été présenté et de solliciter l'aide financière de la communauté de communes des Pays de Sorgues et de Mont-de-Vaucluse au titre des fonds de concours 2017. Et bien sûr de m'autoriser à signer l'ensemble des démarches. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Donc merci, adopté à l'unanimité. Florence Andrzejewski va nous commenter l'autorisation donnée au maire pour déposer un permis de démolir de l'arrière-cuisine des anciens foyers logements. Merci. Bonsoir à tous. Alors, la commune du Thor est propriétaire des parcelles cadastrées section AC numéro 10-16 et numéro 48, place de Verdun, sur lesquelles a été édifiée une partie des anciens foyers logements, dont la cuisine et l'arrière-cuisine centrale. Ex-centrale. L'arrière-cuisine est située à l'extrémité nord de l'îlot et n'a plus d'usage. Cette partie de bâtiment est difficilement réhabilitable et ne présente pas d'intérêt architectural. La société Mistral Habitat est propriétaire des foyers logements et envisage prochainement leur réhabilitation en logements locatifs sociaux. Ce projet va nécessiter la création de places de stationnement supplémentaires pour les résidents. De ce fait, la commune envisage de démolir l'arrière-cuisine des foyers logements situés sur les parcelles cadastrées section AC 10, 16 et 48 afin d'y aménager un parking. En application de l'article R 421-28C du Code de l'urbanisme, cette démolition doit être précédée d'une demande de permis de démolir, car ce bâtiment est situé dans le périmètre de protection des monuments historiques classés ou inscrits, le château et les remparts en l'occurrence. Il est donc proposé au conseil municipal d'autoriser monsieur le maire à signer et à déposer cette demande. Je vous prie de bien vouloir en délibérer. Merci. Y a-t-il des questions? Oui, une question, monsieur Ripoll, oui. Donc on sait ce qu'il advient de l'arrière-cuisine. Qu'est-ce qu'il va devenir de la cuisine? Alors qu'est-ce qu'elle va devenir? La cuisine elle-même, est-ce qu'elle aura un changement de destination? Non, elle aussi Attends, mais... Non, il y a l'arrière-cuisine et il y a la cuisine. C'est l'arrière-cuisine qui est détruite pour faire le parking, c'est ça? La cuisine, oui. Les matériels, vous parlez des matériels de cuisine? Je parle de la cuisine elle-même. Le bâtiment? Oui, je t'en prie. Oui, alors l'arrière-cuisine est effectivement bien démolie et la cuisine qui est sous la terrasse d'un des logements qui appartient à Mistral Habitat est cédée à Mistral Habitat à titre d'échange, enfin, pour pouvoir y aménager les locaux pour les poubelles, les conteneurs à déchets et les locaux pour les vélos, poussettes et petits engins de jeu. C'est une petite partie, en fait. La plus grosse partie est démolie. C'est uniquement cette partie-là qui est sous le bâtiment. Très bien. Donc, je soumets à votre délibération de m'autoriser à signer et à déposer une demande de permis de démolir en vue de la démolition de l'arrière-cuisine des anciens foyers logements situés sur les parcelles cadastrées AC 1016 et 48. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Donc, merci.
nous avons à émettre un avis sur le projet de PLU de la commune de Cavaillon. Donc, qui l'ont arrêté d'ailleurs après la date, hein, mais bon. Donc, Christian, en 3 minutes. Je vais essayer de résumer. Par délibération en date du 23 septembre 2013, le conseil municipal de Cavaillon a prescrit la révision donc, du POS en vue de l'élaboration du PLU sur l'ensemble de son territoire, a défini dans les objectifs à poursuivre ainsi que les modalités de la concertation publique le 24 février 2014. Cette délibération avait été notifiée à la commune du Thor qui, par délibération du conseil municipal du 20 mai 2014, a demandé que la commune soit consultée dans le cadre de cette élaboration. Le conseil municipal de Cavaillon a débattu sur les orientations du projet d'aménagement et développement durable, le PADD, le 25 avril 2016. Suite à la concertation qui s'est déroulée tout au long des études, il a tiré le bilan de la concertation et arrêté le projet de PLU le 13 mars 2017. La commune du Thor, en tant que commune limitrophe, a été sollicitée par courrier du 21 mars 2017 pour donner son avis. Donc là, je vais commencer à résumer. La commune de Cavaillon fait partie de la communauté de communes Luberon-Mont de Vaucluse, du syndicat mixte du SCOT du bassin de vie Cavaillon, Coustelet, l'Île-sur-la-Sorgue et du parc national régional du Luberon. La commune de Cavaillon, d'une superficie de 4 585 hectares, a une population estimée à 25 289 habitants en 2012. La croissance de la population était forte jusqu'en 1975, puis a ralenti et depuis 2006, malgré un solde naturel élevé, la croissance est négative. La commune a perdu 530 habitants depuis 2006. Depuis plus de 30 ans, la production de logements est régulière avec un léger ralentissement depuis 2006. Le parc de logements sociaux représente 21,5% des résidences principales. Le MIN, donc le marché d'intérêt national, regroupe sur un même site 25 hectares les professionnels de l'agriculture et a encouragé la construction d'un véritable pôle agroalimentaire et d'un pôle spécialisé dans les produits biologiques. L'agriculture est un secteur dynamique, mais menacé par l'artificialisation des terres, disparition de 12,7 hectares par an de terre sur les 10 dernières années. Le développement de la commune est principalement contraint par le risque d'inondation de la Durance et par le Coulon-Calavon. Le projet communal projette une population d'environ 30 000 habitants à l'horizon 2030, correspondant à un taux de croissance annuel moyen de 0,8%, c'est le scénario retenu par le SCOT. La commune envisage ainsi d'accueillir près de 3 000 habitants supplémentaires. Près de 2 000 logements devront également être réalisés à l'horizon 2030. Les orientations générales d'orientation d'aménagement de l'urbanisme retenues par la commune de Cavaillon dans le cadre du PADD, les principaux sont les suivants. Un pôle de développement au sud du territoire, un potentiel touristique à valoriser, Cavaillon situant entre les Alpilles et le Luberon, donc maintenir l'activité économique agricole, en particulier donc, au nord, réhabiliter et revaloriser le cœur de ville, déployer l'offre de transport et améliorer les déplacements, développer un pôle santé performant, mais également préserver les richesses environnementales du territoire, construire la trame verte et bleue et prendre en compte les risques naturels dans le choix de l'urbanisation. Également un objectif de modération de consommation d'espace et de lutte contre l'étalement urbain, donc environ 7,5 hectares par an au lieu de 13 actuellement. Concernant donc le développement économique, environ 60 hectares seront mobilisés à l'horizon 2030. La commune de Cavaillon a mis en place également des OAP, permettant donc de développer certains secteurs stratégiques, dont 3 à vocation d'habitat, 2 à vocation économique et 1 pour un pôle santé. Ils ont également prévu donc, des STECAL, c'est-à-dire des secteurs de taille et de capacité limitée, donc
10 correspondent à des activités liées à la production agricole, 2 correspondent à des activités existantes de type médico-social. Également, un autre STECAL, c'est le secteur A STEP, correspondant aux emprises des 2 stations d'épuration, dont une se situe donc dans le quartier des Vinières. Au niveau de zonage, donc, la commune de Cavaillon est limitrophe donc, avec celle du Thor. Donc, la commune du Thor donc, est limitrophe. Donc, au sud de son territoire, la limite est constituée par l'ancienne RD 22. La commune de Cavaillon comprend également une partie de son territoire au nord de la RD 900, en limite sud-ouest de la commune du Thor. Cette partie est majoritairement classée en zone agricole, mais comprend également, en limite avec le Thor, un secteur AS2, donc A pour agricole et puis S2 pour STECAL, correspondant à une station fruitière. Le hameau des Vinières est situé en partie sur la commune du Thor, donc entre la RD 900 et la RD 22, et en partie sur le territoire de Cavaillon, au sud de la RD 22, comme on l'a vu tout à l'heure. Au cœur du hameau des Vinières, dans la zone UB, un emplacement est réservé, le C2, et a été prévu pour la réalisation d'un équipement public, un projet de restructuration urbain et création d'une place parking. Au regard de ces dispositions, le projet de PLU de Cavaillon ne présente pas d'incidence négative pour le territoire du Thor, et les orientations générales ainsi que le zonage sont compatibles avec ceux du PLU de la commune du Thor, approuvé le 16 mars 2017. Je vous propose d'émettre un avis favorable au projet de PLU de la commune de Cavaillon, arrêté par délibération du conseil municipal en date du 13 mars 2017. Merci Christian. Y a-t-il des questions sur le PLU de Cavaillon? Oui, Bruno. C'est pas vraiment une question. Enfin, concernant le hameau des Vinières, qui est effectivement une situation particulière, comme vous l'avez indiqué, Monsieur Royer. Une partie des habitants sont au Thor, une grande partie à Cavaillon. J'ai vu qu'il y avait des travaux prévus sur la partie Cavaillon, bien entendu, puisque c'est ce qu'on est en train de regarder, avec un bâtiment public, c'est ça, je sais plus, j'ai perdu ma ligne. Un équipement public. Un aménagement, un parking. Un parking, etc. Bon, sans doute quelque chose de bien, mais j'espère qu'il y aura un dialogue privilégié qui s'instaurera avec le Thor, puisque malgré tout, même si ça se fait côté Cavaillon, enfin les équipements qui sont faits de ce côté-là auront un impact pour les habitants côté le Thor, qui sont pas très loin. Voilà, c'est tout, c'est juste un vœu. Après, peut-être que vous avez des informations un peu plus précises sur l'équipement public qui est prévu. Au même titre que l'arrêt bus, il est privilégié également pour les habitants de Cavaillon, sur la commune du Thor. Oui. Donc ce dialogue existe aujourd'hui, c'est ce que vous me dites. Très bien. Très bien. Donc je vous propose d'émettre un avis favorable au projet de PLU de la commune de Cavaillon, qui a été arrêté par leur conseil municipal en date du 13 mars dernier. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Donc merci, et adopté à l'unanimité. Les Cavaillonnais vous remercient. Nous passons maintenant aux différentes délibérations qui traitent les subventions. Les premières traitent des subventions dans le domaine du sport et de la culture de fonctionnement. Et donc, on a tiré au sort entre Marie-Hélène et Stéphane, et le sort est tombé sur Marie-Hélène. Tu as la parole. Merci bien. Alors, en ce qui concerne le fonctionnement, vous savez que le montant forfaitaire maximum de la subvention est de 250 €, mais elle n'est pas systématique. Pour certaines associations, il est proposé au conseil municipal d'appliquer les règles particulières suivantes. Pour les associations comprenant une école de sport, le montant de la subvention représente 11% du total des charges de fonctionnement. Basket, handball, judo, tennis, canoë, vélo club, le Torgadane et l'UBT. Pour l'association Poste-on-Art, afin de participer à hauteur de 50% aux frais de location des bâtiments privés utilisés pour les activités, montant des frais inscrits au budget égale 19 739 €, une subvention de 9 870 €.
pour l'association Le Sonographe, afin de permettre un programme musical suivi, comprenant 24 concerts représentant tous les genres musicaux abordés par l'association depuis 10 ans, blues, jazz, musique du monde et rock. Une subvention de 6 000 € sera utilisable exclusivement pour la programmation. Je vous prie de bien vouloir en délibérer. Merci. Ce sont des montants identiques d'ailleurs à ce qui avait été versé l'année précédente. Y a-t-il des questions? Donc, je vous propose d'attribuer aux associations tauroises les subventions de fonctionnement suivantes. Pour le basket-ball taurois, 1 300 €. Pour Pose-ton-Art, 9 870 € et le sonographe, 6 000 €. Y a-t-il des oppositions, des abstentions, donc adoptées à l'unanimité? Le rapport suivant traite de la subvention auprès de la Strada. Donc Marie-Hélène, tu gardes le micro. Chaque été, la commune organise en partenariat avec l'association La Strada des séances de cinéma en plein air dans la cour de l'école La Passerelle. Donc en 2016, on a eu 5 films. Sur l'ensemble des séances, 481 entrées ont été enregistrées, soit une moyenne de 96 personnes par séance. Pour la saison 2017, la commune souhaite renouveler son partenariat avec la Strada. Cette année, 6 dates seront proposées sur l'été, les jeudis 6, 20 et 27 juillet, ainsi que le 3 et le 24 août et le vendredi 18 août. Le lieu de projection se fera comme d'habitude dans la cour de l'école de la Passerelle, avec transfert à la salle des fêtes en cas d'intempéries. Au vu du nombre de séances prévues, il est proposé de fixer la subvention de fonctionnement à 450 € pour 2017. Alors, les films retenus attirent un public varié, souvent composé de familles qui ne vont pas au cinéma dans les grandes salles en raison des tarifs élevés, mais aussi des familles qui veulent profiter d'un moment de détente pour voir ou revoir un film localement et à moindre coût. Le prix de la place de cinéma avec la Strada va de 4 €, adhérents et enfants, à 5,50 € maximum, participant ainsi à une animation de proximité accessible au plus grand nombre. Afin d'accompagner ces objectifs, il est proposé une subvention d'action de 480 € permettant à la Strada de mettre en place sur la ville du Thor un tarif unique de 4 € par entrée. Cette subvention est calculée sur la base prévisionnelle de 90 entrées par séance. La mairie subventionne alors à hauteur de 1 € par entrée réelle sur l'ensemble de la saison estivale après bilan dans la limite des 480 € prévus. La convention jointe en annexe à la délibération précise les modalités de partenariat entre la commune et l'association. Je vous prie de bien vouloir en délibérer. Merci bien. Y a-t-il des questions? Donc, je vous propose de m'autoriser à signer une convention avec l'association La Strada pour la projection de 6 séances de cinéma plein air sur juillet et août prochain, d'attribuer une subvention de fonctionnement de 450 € et une subvention d'action de 480 €. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Merci, adopté à l'unanimité. Le dossier suivant, c'est Jean-François qui nous le lit, c'est la convention pluriannuelle avec l'association Ambiance Tauroise. Merci Jean-François. Bonsoir à tous. Convention pluriannuelle d'objectifs entre Ambiance Tauroise, Comité des Fêtes et la mairie du Thor. Par délibération numéro 16047 du 12 avril 2016, la commune a signé une convention pluriannuelle 2016-2017 avec l'association Ambiance Tauroise. Cette dernière prévoit la possibilité d'en modifier le contenu par avenant, conformément à l'article 11. L'association, après un bilan de l'édition 2016 du projet La Balade des Attelages et le retour du public suite à cette manifestation, a mené une réflexion au sein de son équipe sur la pertinence de renouveler cet événement. En raison de la lourdeur de l'organisation, de la partie attelage et du coût engendré, l'association souhaite proposer un nouveau projet, davantage en adéquation avec ses objectifs. Ils veulent organiser un concours de chant. L'association souhaite, par conséquent, modifier par avenant la convention initiale et proposer cette nouvelle manifestation.
Prenant en compte l'intérêt de cette nouvelle proposition pour la dynamique de la ville, tout en tenant compte de la gestion par l'association de son budget prévisionnel, articles 3.4 et 3.5, la commune accepte cette modification à la Convention et souhaite l'intégrer par avenant. Le projet d'avenant à la Convention pluriannuelle 2016-2017, jointe en annexe à la délibération, précise les modalités du nouveau projet concours de chant. L'Assemblée délibérante est invitée à l'approuver et à autoriser Monsieur le maire à le signer. Je vous prie de bien vouloir en délibérer. On n'a pas eu idée de les faire chanter sur l'attelage, non? C'était pas possible. C'est un peu Parce dommage. que ça saute. Non. Donc, y a-t-il des questions? Donc, merci. Je vous soumets à votre délibération de m'autoriser à signer l'avenant à la Convention tel que ça a été présenté par Monsieur Leclerc. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Merci bien. La délibération suivante traite des subventions aux personnes de droit privé dans le domaine de la culture. Marie-Hélène reprend le micro. Merci. Alors voici les projets des associations de la culture. Association Bouquinotor, la bibliothèque du Thor ne se limite pas à une fonction de prêt de livres, elle est aussi un espace de loisirs et d'animation culturelle. Son rôle sur le territoire occupe une place déterminante en étant une voie d'accès au savoir et à la culture. Elle veille au renouvellement des collections mises à disposition du public, propose des activités au sein de la crèche et du relais d'assistantes maternelles, ainsi que des écoles. Elle met en place et anime le Printemps des poètes chaque année, participe au festival artistique et au forum des associations. Il est donc important de soutenir ces actions et je propose une participation exceptionnelle de la commune à hauteur de 50% des achats pour le renouvellement des collections et l'organisation du Printemps des poètes qui s'est tenu du 1er au 8 avril, soit une subvention de 1 418 €. Par ailleurs, l'association prévoit diverses animations autour de la lecture et du conte pour un budget prévisionnel de 160 €. Le montant proposé pour la subvention est de 48 €. Alors, pour l'association Les Jardins de Poppi, l'association met en place des actions culturelles, éducatives et artistiques dans un objectif de rapprochement franco-américain. De rayonnement international, les Jardins de Poppi contribuent à la vie locale, notamment en permettant aux Thaurois de visiter gratuitement ces expositions. Les enfants des écoles et les jeunes du collège peuvent également en bénéficier. En 2017, l'association présentera 2 expositions estivales, Le songe d'une nuit d'été, Les animaux du paradis terrestre, avec des sculptures monumentales d'animaux issus du fantastique et du rêve, œuvres originales de sculpteurs français et internationaux. Et ensuite, le 100e anniversaire de la naissance de John Fitzgerald Kennedy, avec pour fil conducteur l'extrait d'un de ses discours « L'art n'est pas une forme de propagande, mais une forme de vérité ». Le budget prévisionnel global pour ces événements est de 24 000 €. Compte tenu du plafond des aides de la commune, le montant de la subvention proposée est de 2 160 €. Ensuite, l'association Parlarin Loutor, depuis plus de 20 ans, dans le but de promouvoir la culture et la langue provençale, l'association met en place de nombreuses manifestations et activités. En 2017, pour la 4e édition du Printemps du Beffroi, elle sollicite une aide municipale pour l'intervention de prestataires. Le budget global prévisionnel retenu est de 800 €. Il est proposé une subvention de 240 €. Enfin, les frais du traditionnel feu de la Saint-Jean, avec cette année la présentation d'un spectacle en provençal au mois de juin, s'élèvent à 300 €. Il est proposé une subvention de 90 €. Et la dernière, association pour le site de Touzon. Cette association, membre de l'Union Rempart, réhabilitation et entretien des monuments du patrimoine artistique, agréée par le ministère de l'Éducation nationale et reconnue d'utilité publique, s'engage depuis 1987 à protéger, maintenir, restaurer, mettre en valeur et animer le prieuré de Touzon et son site. La colline est fréquentée par de très nombreux Thaurois visiteurs. C'est pourquoi l'association a mis en place diverses activités et animations pour mieux faire connaître le site, tant sur le plan historique que pour sa qualité environnementale. En 2017,
L'association continuera d'ouvrir régulièrement chaque mois le monastère afin qu'il puisse être visité. Les autres projets retenus comprennent un chantier estival de restauration et un stage pour les enfants. Le budget prévisionnel est supérieur au plafond prévu des aides de la commune. Le montant de la subvention proposée est de 2 160 €. Enfin, une nouvelle action va être organisée le 4 juin prochain, les montées chromatiques de Touzon, avec l'envie d'instaurer ce rendez-vous musical chaque printemps. Cette année, ce sera Marc Copé, violoncelliste de renommée internationale, qui viendra interpréter les suites pour violoncelle de Bach. Le budget prévisionnel est de 6 100 €. Il est proposé une subvention exceptionnelle de 800 € pour le lancement de cet événement. Je vous prie de bien vouloir en délibérer. Merci bien. Y a-t-il des questions? Pas de questions. Donc, je vous propose d'attribuer une subvention de 1 418 € à l'association Bouquinotor, ainsi qu'une subvention de 48 € pour la mise en place d'animations autour du livre. On vote la globalité, je pense. D'attribuer une subvention de 2 160 € à l'association Les Jardins de Popy, une subvention de 240 € à l'association Parlarin-Loutor pour une prestation autour du Printemps du Beffroi, ainsi qu'une subvention de 90 € pour une représentation théâtrale. Et enfin, d'attribuer une subvention de 2 160 € à l'association Site de Touzon pour son action générale, ainsi qu'une subvention de 800 € pour la mise en place des montées chromatiques de Touzon. Donc, y a-t-il des oppositions, des abstentions? Donc, les associations vous remercient chaleureusement. Adopté à l'unanimité. Le dossier suivant traite de la Fédération de pêche, subvention Fédération de pêche. Donc, Estelle, si tu veux nous la commenter. Merci en l'absence de Françoise. Dans les domaines liés à l'environnement, les subventions se portent à hauteur de 30% pour les actions. L'association Pêche Arc-en-Ciel est une association affiliée à la Fédération de pêche du Vaucluse. Sollicite une aide de la commune pour procéder à des lâchers de truites d'avril à juin. Le budget prévisionnel est de 2 310 €. Il est proposé de lui attribuer une subvention d'un montant de 693 €. D'accord. Et on prie la communauté de vouloir en délibérer. Y a-t-il des questions? Donc, je vous propose d'attribuer une subvention de 693 € à l'association des pêches L'Arc-en-Ciel pour les lâchers de truites. Voilà. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Merci pour les truites. Adopté à l'unanimité. Mais si, elles sont contentes d'aller dans la Sorgue. Après, nous avons un rapport concernant les subventions pour les relations solidaires, extérieures solidaires. Donc, Hélène, tu as le micro. Merci. Merci. Oui, relations extérieures, c'est un peu pompeux, mais c'est comme ça. Les subventions concernent l'association Salam Aleikoum Provence. Le but de cette association humanitaire est d'aider au Sénégal la population de Mbour, au sud de Dakar, à réaliser des projets de développement. Pour 2017, Salam Aleikoum a prévu de continuer à investir dans des moustiquaires Milda, longue durée d'imprégnation de l'insecticide, pour protéger efficacement les personnes contre le paludisme et ainsi réduire la mortalité. Le budget prévisionnel retenu pour cet achat est de 500 €. Il est proposé une subvention de 100 €. De plus, afin de récolter des fonds pour l'association dont les bénéfices iront aux cantines des maternelles de Mboling et Santiane, 3 actions sont projetées. Un rallye pédestre solidaire avec plusieurs itinéraires. Le budget prévisionnel retenu est de 200 €. Il est proposé une subvention de 40 €. Un concert avec les choristes de la chorale Grimaud. Budget prévisionnel retenu de 250 €. Il est proposé une subvention de 50 €. Une soirée sénégaloise avec repas et compteur du Trac de Baume de Venise.
Budget prévisionnel retenu 425 €. Il est proposé une subvention de 85 €. Le tout pour un total de 1 375 €. S'agissant de relations extérieures, le financement est de 20%, soit 275 €. Je vous prie de bien vouloir en délibérer. Merci. Y a-t-il des questions? Donc, je vous propose d'attribuer à l'association les subventions telles qu'elles ont été listées pour un montant global de 275 €. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Donc, merci à vous, adopté à l'unanimité. L'avant-dernier rapport, c'est des subventions dans le cadre de la culture, ou la jeunesse plutôt. L'enfance. Et quand on dit enfance, on dit Marie-Hélène Biel. Voilà. Merci. C'est merveilleux. Alors, pour l'association FCPE, afin d'améliorer la visibilité de la FCPE lors de leurs manifestations, ainsi qu'aux entrées des établissements scolaires, l'association souhaite acquérir des kakémonos. Ces supports permettant de présenter l'association et d'indiquer les coordonnées des interlocuteurs de cette structure. Le coût global de l'achat de ces kakémonos est de 150 €. Le montant proposé pour la subvention communale est de 45 €. Je vous prie de bien vouloir en délibérer. Merci. Y a-t-il des questions? Donc, je vous propose d'attribuer une subvention de 45 € à la FCPE pour l'acquisition de kakémonos. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Merci pour eux. Et enfin, Stéphane va nous commenter le dernier rapport qui traite des subventions dans le domaine du sport. Oui, merci, bonsoir à tous. Effectivement, nous sommes en présence d'une demande du Handball Club Taurois dans le domaine des subventions d'action. Donc le Handball Club Taurois a fait une demande pour 4 manifestations, comme le fait généralement chaque année. Donc je vais vous les commenter. Alors l'association organise chaque année le trophée des écoles destinées à faire découvrir la pratique du handball au plus grand nombre. Plus de 150 enfants de moins de 10 ans participent à chaque année à ce trophée. Le coût global de cette manifestation est de 2 100 €. Le montant proposé pour la subvention communale est de 90 €. L'association organise le 3 juin prochain, comme chaque année, le tournoi des Titous, ouvert aux enfants de 4 à 6 ans, dans le cadre d'un tournoi convivial de découverte ouvert aux licenciés et non licenciés. Le coût global de cette manifestation est de 1 200 €. Le montant proposé pour la subvention communale est de 90 €. L'association organise le tournoi des Aces, destiné aux adultes de plus de 20 ans. L'intérêt de ce tournoi est de valoriser la rencontre des associations, entreprises et commerçants du Thor, ainsi que des agents de la collectivité municipale. Le coût global de cette manifestation est de 1 700 €. Le montant proposé pour la subvention communale est de 300 €. Et pour terminer, l'association a choisi de faire participer un certain nombre de ses bénévoles à la formation des parents accompagnateurs, formation diplômante organisée par la Ligue PACA de handball. Le coût global de la formation pour 10 parents est de 3 500 €. Le montant proposé pour la subvention communale est de 1 050 €. Je vous prie de bien vouloir en délibérer. Ah, excusez-moi. Donc du coup, il n'y avait pas que... Il y a aussi l'UBT, donc ça n'avait pas défilé correctement. On ne va pas oublier Lionel Sérian, effectivement. Il ne va pas être content sinon. Alors, pour l'UBT, l'association a besoin de se doter d'un petit parc informatique composé d'un ordinateur portable ainsi que d'une imprimante scanner afin d'équiper son secteur administratif. Le coût de ce nouvel équipement est de 2 400 €. Le montant proposé pour la subvention communale est de 830 €. L'association organise chaque année 6 concours fédéraux ouverts aux compétiteurs licenciés à la demande de la fédération. Le coût global de ces 6 concours est de 1 750 €. Le montant proposé pour la subvention communale est de 525 €. Cette fois-ci, je vous prie de bien vouloir en délibérer. Merci bien. Y a-t-il des questions? Donc, pas de questions. Donc, je vous propose d'attribuer une subvention globale de 1 530 € à l'association Handball Club Taurois pour réaliser l'ensemble de ces actions telles que ça a été présenté par Stéphane, et d'attribuer une subvention de 1 355 € à l'association Union Bouliste Tauroise, 830 pour l'acquisition d'un équipement et 525 pour l'organisation des 6 concours. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Donc, merci bien. Donc, nous arrivons à l'issue de ce conseil. Je vous rappelle que le prochain conseil est le 27 juin prochain. Donc, et que, avant de partir, il est impératif que vous signiez l'ensemble des documents. Donc, il y a non seulement les bordereaux de présence, mais il y a les comptes que nous venons d'approuver. Et il faut que chaque
conseiller municipal présent appose sa griffe sur ces comptes qu'il ait votés favorablement ou défavorablement. Voilà. Merci bien à chacun et très bonne soirée.